Bonjour Jean-Luc Cacciura. Bonjour. Alors vous venez de consacrer un livre au guitariste Tal Farlow. La première question, c'est pourquoi lui? Pourquoi Tal Farlow? Eh bien, parce que c'est une longue histoire qui remonte au début des années 1980. Quand j'habitais à l'époque à Dreux, j'ai eu la chance que le responsable culturel me propose d'organiser un festival de guitare pour la ville de Dreux. Et ce festival avait la particularité d'illustrer les différents thèmes de la musique, sachant que la guitare est omniprésente dans la musique en général. Donc il y avait des guitaristes classiques, des guitaristes de rock et des guitaristes de jazz. Et pour illustrer le jazz, on a décidé d'un commun accord de proposer d'illustrer le jazz par la venue de Tal Farlow à Dreux. Et à l'issue de cette semaine qu'on a passée ensemble à Dreux, déjà on sentait la naissance d'une certaine amitié. J'ai proposé à Tal de revenir l'année suivante, en 1984, pour une tournée en Europe. Sachant que quand il est venu à Dreux en 1983, c'était la première fois qu'il venait en France sous son nom. En fait, il était venu la première fois en Europe en 1981 avec le trio de Red Norvo, mais il n'était jamais venu sous son nom et pour jouer sa musique. Et j'ai revu Tal à chaque fois qu'il passait en France, puisque à partir de 1988, il a beaucoup tourné en Europe, et il passait régulièrement tous les ans en France avec Michel Farlow, sa deuxième femme, qui l'accompagnait. Et au gré de ses tournées, de ses passages en France, on a continué à lier des liens d'amitié et à se voir régulièrement. Jusqu'en 1988, en février 1988, où là j'ai pu aller à New York, le voir et le rencontrer à New York, et malheureusement découvrir que Tal souffrait d'un cancer de l'œsophage. Et quelques mois plus tard, quand il est décédé, Michel m'a appelé, et depuis cette date, en fait, on a à chaque fois développé des liens d'amitié de plus en plus proches, à tel point que Michel, maintenant, fait partie de la famille. Pour nous, les enfants la connaissent comme une tante, une cousine. Et du coup, tous les ans, depuis 2000, on fait un voyage aux États-Unis, on passe lui rendre visite, tantôt à New York, tantôt à Seabright ou à Pittettal. Et au gré de ces visites, Michel a commencé à me montrer des documents, des photos, à me donner les guitares, enfin à me présenter les guitares, pas me les donner, mais me présenter les guitares, et écouter de la musique ensemble, etc. Et il y a à peu près 4 ans, compte tenu de l'énorme documentation dont elle avait à la maison, je lui ai proposé d'écrire un livre. Je lui ai dit que ça serait intéressant qu'on publie ces photos, qu'on les partage, parce que comme grand amateur de jazz, voyant tous ces documents, je voulais les partager et les mettre au grand public. Et Michel m'a dit, écoute, si tu veux faire ce livre, écris-le, compose-le, tout ce que j'ai, tu peux l'utiliser, mais je ne me sens pas, moi, la force de le faire, quoi. Elle n'avait pas la dynamique pour faire ça. Alors quand vous êtes en face de cette masse de documentation et d'informations, comment vous procédez? C'est une chronologique, vous triez les effets, enfin comment dire, les événements importants, des anecdotes, comment vous avez procédé? Eh bien, après, en fait, déjà, la différence, c'est l'océan. C'est que malgré Internet, j'ai travaillé beaucoup à Paris. Donc, j'ai commencé... Au départ, ça devait être uniquement un livre de photos et de documents. Et puis, en même temps, replongeant dans les livres qui existent en France sur le jazz et sur la guitare, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide énorme sur Tal Farlow, qu'il n'y avait pratiquement pas de biographie mettant en scène Tal Farlow, il y avait très peu de matériel. Red Norvo, c'est pareil. En France, il y a très peu d'ouvrages qui expliquent le rôle de Red Norvo. Et Charles Mingus, il y a beaucoup d'écrits sur Charles Mingus, mais on a l'impression, quand on lit les écrits sur Charles Mingus, qu'il est né à New York et qu'il a commencé avec Miles Davis. Alors que quand, en fait, Charles Mingus arrive à New York, il a déjà toute une vie en Californie et
en Europe, on a très peu d'illustrations là-dessus. Donc je me suis dit que ça serait intéressant d'écrire en fait une biographie de Tal, surtout que Michel avait à disposition toutes les revues dans lesquelles il y avait des interviews de Tal, tous les Downbeat, les Métronomes, tous les magazines étaient là. Donc j'ai été de nombreuses fois à New York et j'ai photocopié tous ces magazines, j'ai réuni la documentation qui m'a permis d'écrire le texte. Et ensuite, avec Michel, on a choisi les photos. On a passé des heures entières à regarder toutes les photographies et à faire une sélection de photographies qui pouvaient correspondre à l'histoire en parallèle de l'histoire de Tal. Quand vous avez travaillé sur cet ouvrage et que vous avez eu accès à ces documents, est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il y a une anecdote ou est-ce qu'il y a un fait qui vous a particulièrement étonné, scotché et que vous avez retranscrit dans cet ouvrage ? Beaucoup d'émotions, tout d'abord, parce que c'était des tiroirs de commode remplis de photographies, des articles de presse qui étaient annotés par Tal ou avec des petits points d'exclamation, etc. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu à travers toutes ces recherches, les guitares. Ouais. La Gibson rouge de Tal qu'on connaissait qu'en noir et blanc en Europe, puisque c'est des photographies qui étaient à l'époque publiées pour des albums en noir et blanc, et de découvrir que cette guitare était en fait toute rouge, ça a été un grand moment d'émotion. Et en plus, quand vous connaissez l'anecdote pourquoi elle est toute rouge, c'est encore plus drôle. Allez, racontez-la. C'est tout simplement le trio de Red Norvo, avec Tal et Red Norvo et Charles Mingus, était embauché par WABC à New York pour accompagner Mel Tormé sur une séance d'enregistrement télévisée, et c'était destiné à être la première émission en couleur aux États-Unis. Et donc, les producteurs, alors c'est une émission très importante parce qu'elle a marqué la fin du trio de Red Norvo avec Charles Mingus, et également cette anecdote des instruments en couleur, parce que les producteurs ont souhaité que la guitare soit rouge vermillon et que la contrebasse soit bleu clin. Bah tiens, forcément. Et Tal a refusé que les décorateurs peignent sa guitare en rouge, donc il a tout de suite contacté Gibson qui lui a transmis par courrier express cette petite guitare rouge. Ah, formidable. Alors c'est une biographie de Tal Farlow principalement, bien entendu, mais pas que. Parce que vous avez aussi adjoint d'autres biographies des musiciens qui l'ont accompagné ou qui ont joué un rôle important dans son existence. Tout à fait. Parce que raconter l'histoire de Tal Farlow avec Red Norvo, c'est avec Jimmy Lyon, le pianiste, ou avec Dardanelle, c'est évoquer des noms pour des amateurs en France qui sont pratiquement inconnus. Dardanelle, moi-même je n'en connaissais pas son existence, hormis d'avoir vu son nom à côté et associé à Tal Farlow. Les anecdotes avec Jimmy Lyon, pareil. Et en fait, quand j'ai ensuite fait des recherches sur ces musiciens, je me suis rendu compte que c'était des musiciens qui avaient un mérite énorme, parce que Dardanelle avait, à l'époque, dans les années 40, il y avait très peu de trios dirigée par des femmes. Il y avait Dardanelle, il y avait elle jouait du Marianne. vibraphone, c'est ça? Elle jouait du piano et du vibraphone, et elle chantait. Et en fait, elle avait un trio un petit peu comme à la Nat King Cole, c'est-à-dire guitare, contrebasse. Ce qui correspond en fait non pas à une volonté artistique à l'époque, mais dans les années 40 aux États-Unis, vous aviez deux types de licences dans les clubs et dans les bars. Et vous aviez une licence qui était pas très chère à acquérir, mais qui ne permettait pas au club d'avoir des groupes avec des batteurs ou des chanteurs. Donc c'est pour ça que sont nés à cette époque-là beaucoup de trios comme Nat King Cole, sans batterie, uniquement avec piano, contrebasse et guitare. Et donc Dardanelle faisait partie de ces groupes de musiciens de jazz
dirigé par une femme en 1940. Donc alors ça, c'est une anecdote intéressante aussi, comme il y en a tant d'autres et tout à fait passionnantes dans cet ouvrage. Et alors j'ai envie de dire la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus à la fin de l'ouvrage, il y a un album. Tout à fait, parce que Tal avait beaucoup de matériel enregistré chez lui. D'abord, quand au début des années 60, il a acheté cette maison à Seabright et qu'il a quitté New York, il s'est installé un petit studio chez lui, donc avec son amplificateur, ses guitares, son magnétophone, vieux magnétophone à bande qu'on voit sur l'une des photographies où il est en train de jouer en duo dans son salon avec Sal Salvador. Et au fur et à mesure des années, il a complété son studio avec des effets électroniques qu'il bricolait lui-même, etc. Et donc il y a une multitude de bandes et de cassettes qui restent à écouter, dont on a uniquement écouté celles qui étaient annotées, c'est-à-dire qu'on savait que sur telle bande il jouait avec Jimmy Raney, ou celle avec Red Mitchell. Et cet enregistrement en duo avec Jimmy Raney ou celui avec Red Mitchell sont réalisés naturellement dans le salon à Seabright. Sur le CD, on a fait une sélection de titres. Et quand on écoute la bande complète, il y a des moments, il y a le chien qui rentre dans le salon, qui aboie, qui repart, et la musique continue. Ça, c'est du vécu. Hein. C'est vraiment magnifique. C'est le complément absolument génial de votre bouquin, on va le rappeler, qui sort aux éditions, est-ce qu'on peut dire ça, aux éditions Paris Jazz Corner, parce que je savais même pas que Paris Jazz Corner était un éditeur. Paris Jazz Corner n'est pas a priori un éditeur, mais Paris Jazz Corner, c'est une équipe entre Arnaud, Fandal et ses amis qui est prêt à financer tout projet sur le jazz, que ça soit des CD, des disques, des livres, pourquoi pas demain des photographies ou des affiches. Bon. Et je pense que c'est une équipe qu'il faut encourager parce qu'ils font un travail magnifique au niveau de Paris et de la diffusion du jazz et de la production. Alors vous allez rappeler vous-même d'ailleurs le titre complet de l'ouvrage et puis donc ce fameux éditeur improbable. Donc le titre, il a un titre français, donc que j'ai appelé Un accord parfait, et le titre anglais A Life in Jazz Guitar. Donc édité par Paris Jazz Corner et en vente sur le site de parisjazzcorner.com. Merci beaucoup Jean-Luc Cacciura. Merci à vous et puis très bonne journée.